et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose le temps d'un quart d'heure de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Pour cette première saison, j'ai choisi de vous lire mes coups de cœur, mes premiers amours et aussi des livres qui font l'actualité. Bonne écoute! Voici un tout premier épisode bonus. Je n'ai pas résisté à l'envie de finir la nouvelle. Voici donc la suite et la fin du Horla. « 10 juillet. Je viens de faire des épreuves surprenantes. Décidément, je suis fou. Et pourtant. Le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu. J'ai bu toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve, qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait, seulement, en ayant soin d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis, j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec de la mine de plomb, et je me suis couchée. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je n'avais point remué. Mes draps eux-mêmes ne portaient pas de taches. Je m'élançai vers ma table. Les linges enfermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Je déliai les cordons, en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau. On avait bu tout le lait. Oh, mon Dieu! Je vais partir tout à l'heure pour Paris. 12 juillet. Paris. J'avais donc perdu la tête les jours derniers. J'ai dû être le jouet de mon imagination énervée, à moins que je ne sois vraiment somnambule, et que j'ai subi une de ces influences constatées, mais inexplicables jusqu'ici, qu'on appelle suggestion. En tout cas, mon affolement touchait à la démence, et 24 heures de Paris ont suffi pour me remettre d'aplomb. Hier, après des courses et des visites, qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau et vivifiant, j'ai fini ma soirée au Théâtre Français. On y jouait une pièce d'Alexandre Dumas fils, et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. Certes, la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut, autour de nous, des hommes qui pensent et qui parlent. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Je suis rentrée à l'hôtel, très gaie, par les boulevards. Au coudoiement de la foule, je songeais, non sans ironie, à mes terreurs, à mes suppositions de l'autre semaine. Car j'ai cru, oui, j'ai cru qu'un être invisible habitait sous mon toit. Comme notre tête est faible, et s'effare et s'égare vite, dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe. Au lieu de conclure par ces simples mots « je ne comprends pas parce que la cause m'échappe », nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. 14 juillet. Fête de la République. Je me suis promenée par les rues. Les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux, à date fixe, par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit « amuse-toi », il s'amuse. On lui dit « va te battre avec le voisin », il va se battre. On lui dit « vote pour l'empereur », il vote pour l'empereur. Puis on lui dit « vote pour la République », et il vote pour la République. Ceux qui le dirigent sont aussi sots. Mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux, par cela même qu'ils sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines et immuables, en ce monde où l'on est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. 16 juillet. J'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublée. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le 76e chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec 2 jeunes femmes, dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu, en ce moment, les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par les médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarai tout à fait incrédule. Nous sommes, affirmait-il, sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature. Je veux dire, un des plus importants secrets sur Terre, car elle en a certes d'autrement importants, là-bas, dans les étoiles. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable, pour ses sens grossiers et imparfaits, et il tâche de suppléer, par l'effort de son intelligence, à l'impuissance de ses organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise de phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes.
De là sont nées les croyances populaires au surnaturel, les légendes des esprits rôdeurs, des fées, des gnomes, des revenants. Je dirais même la légende de Dieu. Car nos conceptions, de l'ouvrier créateur, de quelque religion qu'elles nous viennent, sont bien les inventions les plus médiocres, les plus stupides, les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures. Rien de plus vrai que cette parole de Voltaire. Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Et depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue, et nous sommes arrivés, vraiment, depuis 4 ou 5 ans, surtout, à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur Parent lui dit « Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame ?»« Oui, je veux bien. » Elle s'assit dans un fauteuil, et il commença à la regarder fixement en la fascinant. Moi, je me sentis soudain un peu troublée, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haleter. Au bout de 10 minutes, elle dormait. « Mettez-vous derrière elle, » dit le médecin. Je m'assis derrière elle. Il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant « Ceci est un miroir. Que voyez-vous dedans ?» Elle répondit « Je vois mon cousin. » Que fait-il ? Il se tord la moustache. Et maintenant ? Il tire de sa poche une photographie. Quelle est cette photographie ? La sienne. C'est vrai. Et cette photographie venait de m'être livrée, le soir même, à l'hôtel. Comment est-il, ce portrait ? Il se tient debout, avec son chapeau à la main. Donc, elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc, comme elle eût vu dans une glace. Les jeunes femmes épouvantées disaient « Assez, assez, assez !» Et le docteur ordonna « Vous vous lèverez demain à 8 heures, puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin, et vous le supplierez de vous prêter 5 000 francs que votre mari vous demande, et qui vous réclamera à son prochain voyage. » Puis, il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeais à cette curieuse séance, et des doutes m'assaillirent. Non point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine, que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne dissimulait-il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie, en même temps que sa carte de visite ? Les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrai donc, et je me couchai. Or, ce matin, vers 8h30, je fus réveillée par mon valet de chambre qui me dit « C'est madame Sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite. » Je m'habillai à la hâte et je la reçus. Elle s'assit, fort troublée, les yeux baissés, et sans lever son voile, elle me dit « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. »« Lequel, ma cousine ? » ?»« Cela me gêne beaucoup de vous le dire, et pourtant il le faut. J'ai besoin, absolument besoin, de 5 000 francs. »« Allons donc, vous ? » ?»« Oui, moi, ou plutôt mon mari qui me charge de les trouver. » J'étais tellement stupéfait que je balbutiai mes réponses. Je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent, si ce n'était pas là une simple farce préparée d'avance et fort bien jouée. Mais en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse, tant cette démarche lui était douloureuse, et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche, et je repris. « Comment ? Votre mari n'a pas 5 000 francs à sa disposition ? Voyons, réfléchissez. Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander ?» Elle hésita quelques secondes, comme s'il eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir, puis elle répondit. « Oui, 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 j'en suis sûre. »« Il vous a écrit ?» Elle hésita encore, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter 5 000 francs pour son mari. Donc, elle osa mentir. « Oui, il m'a écrit. »« Quand donc ? Vous ne m'avez parlé de rien hier. J'ai reçu sa lettre ce matin. Pouvez-vous me la montrer ? » ?»« Non, 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 non. Elle contenait des choses intimes, trop personnelles. Je l'ai brûlée. »« Alors c'est que votre mari fait des dettes. » Elle hésita encore puis murmura. « Je ne sais pas. » Je déclarai brusquement. « C'est que je ne puis disposer de 5 000 francs en ce moment, ma chère cousine. » Elle poussa une sorte de cri de souffrance. « Oh, je vous en prie, trouvez-les !» Elle s'exaltait, joignait les mains comme si elle m'eût prié. J'entendais sa voix changer de ton. Elle pleurait et bégayait, harcelée, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. « Oh, je vous en supplie. Si vous saviez comme je souffre, il me les faut aujourd'hui. » J'eus pitié d'elle. « Vous les aurez tantôt, je vous le jure. » Elle s'écria. « Oh, merci, merci, que vous êtes bon. » Je repris. « Vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier chez vous ? » ?»« Oui. »« Vous rappelez-vous que le docteur Parent vous a endormi ? » ?»« Oui. »« Eh bien, il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin 5 000 francs.
et vous obéissez en ce moment à cette suggestion. Elle réfléchit quelques secondes et répondit. Puisque c'est mon mari qui les demande. Pendant 1 heure, j'essayais de la convaincre, mais je n'y pus parvenir. Quand elle fut partie, je courus chez le docteur. Il allait sortir, et il m'écouta en souriant, puis il dit « Croyez-vous maintenant ?»« Oui, il le faut bien. »« Allons chez votre parente. » Elle sommeillait déjà sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le médecin lui prit le pouls, la regarda quelque temps. Une main levée vers ses yeux, qu'elle ferma peu à peu, sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. Quand elle fut endormie, « Votre mari n'a plus besoin de 5 000 francs. Vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter. Et s'il vous parle de cela, vous ne comprendrez pas. » Puis, il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille. « Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. » Elle fut tellement surprise que je n'osai pas insister. J'essayai cependant de ranimer sa mémoire, mais elle nia avec force, crut que je me moquais d'elle, et faillit à la fin se fâcher. Voilà. Je viens de rentrer, et je n'ai pu déjeuner, tant cette expérience m'a bouleversée. 19 juillet. Beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi. Je ne sais plus que penser. Le sage dit « peut-être ». 21 juillet. J'ai été dîner à Bougival, puis j'ai passé la soirée au bal des canotiers. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie. Mais au sommet du Mont Saint-Michel ? Mais dans les Indes ? Nous subissons effroyablement l'influence de ce qui nous entoure. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. 30 juillet. Je suis revenue dans ma maison depuis hier. Tout va bien. 2 août. Rien de nouveau. Il fait un temps superbe. Je passe mes journées à regarder couler la Seine. 4 août. Querelle parmi mes domestiques. Ils prétendent qu'on casse les verres la nuit dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière, qui accuse la lingère, qui accuse les 2 autres. Quel est le coupable ? Bien fin qui le dirait. 6 août. Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu. Je ne puis plus douter, j'ai vu. J'ai encore froid jusque dans les ongles. J'ai encore peur jusque dans les moelles. J'ai vu. Je me promenais à 2 heures, en plein soleil, dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir. Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles, qui portait 3 fleurs magnifiques, je vis. Je vis distinctement, tout près de moi, la tige d'une de ces roses se plier, comme si une main invisible l'eût tordue, puis se cassait, comme si cette main l'eût cueillie. Puis, la fleur s'éleva, suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayante tache rouge, à 3 pas de mes yeux. Éperdue, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvais rien. Elle avait disparu. Alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination ? Je me retournai pour chercher la tige, et je la retrouvai, immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisée, entre les 2 autres roses, demeurées à la branche. Alors je rentrai chez moi l'âme bouleversée. Car je suis certain maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible, qui se nourrit de lait et d'eau, qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquent d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite comme moi, sous mon toit. 7 août. J'ai dormi tranquille, il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant tantôt, au grand soleil, le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues, comme j'en avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous. J'en ai connu qui restaient intelligents, lucides, clairvoyants même, sur toutes les choses de la vie, sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur, et soudain, leurs pensées touchant l'écueil de leur folie, s'y déchiraient en pièces, s'éparpillaient et sombraient dans cet océan effrayant et furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques, qu'on nomme la démence. Certes, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne serais donc, en somme, qu'un halluciné raisonnant. Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau. Un de ces troubles qu'essaient de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes. Et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de mes idées,
une crevasse profonde, des phénomènes semblables, au lieu, dans le rêve qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables, sans que nous en soyons surpris, parce que l'appareil vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi, tandis que la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi? Des hommes, à la suite d'accidents, perdent la mémoire de noms propres ou des verbes ou des chiffres, ou seulement des dates. Les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or, quoi d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdie chez moi en ce moment. Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau. Le soleil couvrait de clarté la rivière, faisait la terre délicieuse, emplissait mon regard d'amour pour la vie, pour les hirondelles, dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour les herbes de la rive, dont le frémissement est un bonheur de mes oreilles. Peu à peu, cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semblait-il, une force occulte m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en arrière. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse, quand on a laissé au logis un malade aimé, et que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal. Donc, je revins, malgré moi, sûr que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien, et je demeurai plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. 8 août. J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi, m'épiant, me regardant, me pénétrant, me dominant et plus redoutable, en se cachant ainsi, que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. 9 août. Rien, mais j'ai peur. 10 août. Rien. Qu'arrivera-t-il demain? 11 août. Toujours rien. Je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée entrée en mon âme. Je vais partir. 12 août, 10 heures du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple, sortir. Monter dans ma voiture pour gagner Rouen. Je n'ai pas pu. Pourquoi? 13 août. Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique semblent brisés. Toutes les énergies anéanties. Tous les muscles relâchés. Les os devenus mous comme la chair, et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi, aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté. Je ne peux plus vouloir, mais quelqu'un veut pour moi et j'obéis. 14 août. Je suis perdu. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne puis plus rien en moi, rien qu'un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir, je ne peux pas. Il ne veut pas. Et je reste, éperdu, tremblant, dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire seulement me lever, me soulever, afin de me croire maître de moi. Je ne peux pas. Je suis rivé à mon siège, et mon siège adhère au sol, de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait. Puis tout d'un coup, il faut que j'aille au fond de mon jardin, cueillir des fraises et les manger. Et j'y vais. Je cueille des fraises et je les mange. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Est-il un Dieu? S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi, secourez-moi, pardon, pitié, grâce, sauvez-moi! Quelle souffrance, quelle torture, quelle horreur! 15 août. Certes. Voilà comment était possédée et dominée ma pauvre cousine, quand elle est venue m'emprunter 5000 francs. Elle subissait un vouloir étranger, entré en elle, comme une autre âme parasite et dominatrice. Est-ce que le monde va finir? Mais celui qui me gouverne, quel est-il, cet invisible, cet inconnaissable, ce rôdeur d'une race surnaturelle? Donc, les invisibles existent. Alors, comment depuis l'origine du monde ne sont-ils pas encore manifestés d'une façon précise, comme ils le font pour moi? Je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure. Oh, si je pouvais la quitter. Si je pouvais m'en aller, fuir et ne pas revenir, je serais sauvée, mais je ne peux pas. 16 août. J'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant 2 heures, comme un prisonnier qui trouve ouverte, par hasard, la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup, et qu'il était loin. J'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai gagné Rouen. Oh, quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit « Allez à Rouen !» Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque, et j'ai prié qu'on me prêtât le grand traité du docteur Hermann Erestos sur les habitants inconnus du monde antique et moderne. Puis, au moment de remonter dans mon coupé, j'ai voulu dire « À la gare !» et j'ai crié. Je n'ai pas dit, j'ai crié, d'une voix si forte que les passants se sont retournés. « À la maison !» Et je suis tombée, affolée d'angoisse, sur le coussin de ma voiture. Il m'avait retrouvée et repris. 17 août.
Quelle nuit! Quelle nuit! Et pourtant, il me semble que je devrais me réjouir. Jusqu'à 1h du matin, j'ai lu. Hermann Erestos, docteur en philosophie et en théogonie, a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles, rôdant autour de l'homme ou rêvés par lui. Il décrit leur origine, leur domaine, leur puissance, mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui me hante. On dirait que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde, et que, le sentant proche, et ne pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé, dans sa terreur, tout le peuple fantastique des êtres occultes, fantômes vagues nés de la peur. Donc, ayant lu jusqu'à 1h du matin, j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma fenêtre ouverte, pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité. Il faisait bon, il faisait tiède, j'aurais aimé cette nuit-là autrefois. Pas de lune. Les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants. Qui habite ces mondes? Quelles formes, quels vivants, quels animaux, quelles plantes sont là-bas? Ceux qui pensent dans ces univers lointains, que savent-ils plus que nous? Que peuvent-ils plus que nous? Que voient-ils que nous ne connaissons point? Un d'eux, un jour ou l'autre, traversant l'espace, n'apparaîtra-t-il pas sur notre terre pour la conquérir, comme les Normands jadis traversaient la mer pour asservir des peuples plus faibles? Nous sommes si infirmes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres, sur ce grain de boue qui tourne délayé dans une goutte d'eau. Je m'assoupis en rêvant ainsi au vent frais du soir. Or, ayant dormi environ 40 minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement. Réveillé, par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord, puis tout à coup, il me sembla qu'une page du livre resté ouvert sur ma table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre. Je fus surpris, et j'attendis. Au bout de 4 minutes environ, je vis, de mes yeux, une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l'eût feuilleté. Mon fauteuil était vide, semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui, assis à ma place, et qui lisait. D'un bond furieux, d'un bond de bête révoltée, qui va éventrer son dompteur, je traversai ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer. Mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa, comme si on eût fui devant moi. Ma table oscilla, ma lampe tomba et s'éteignit, et ma fenêtre se ferma, comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit, en prenant à pleine main les bâtons. Donc il s'était sauvé. Il avait eu peur? Peur de moi? Lui? Alors demain, ou après, ou un jour quelconque, je pourrais donc le tenir sur mes poings, et l'écraser contre le sol? Est-ce que les chiens, quelquefois, ne mordent point et n'étranglent pas leur maître? 18 août. J'ai songé toute la journée. Oh, oui, je vais lui obéir, suivre ses impulsions, accomplir toutes ses volontés, me faire humble, soumis, lâche. Il est le plus fort, mais une heure viendra. 19 août. Je sais tout. Je viens de lire ceci dans la revue du Monde scientifique. Une nouvelle assez curieuse nous arrive de Rio de Janeiro. Une folie, une épidémie de folie, comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au Moyen-Âge, sévit en ce moment dans la province de San Polo. Les habitants, éperdus, quittent leurs maisons, désertent leurs villages, abandonnent leur culture, se disant poursuivis, possédés, gouvernés, comme un bétail humain par des êtres invisibles, bien que tangibles, des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie, pendant leur sommeil, et qui boivent en outre de l'eau et du lait, sans paraître touchés à aucun autre aliment. Monsieur le professeur Don Pedro Henrique, accompagné de plusieurs savants médecins, est parti pour la province de San Polo, afin d'étudier sur place les origines et les manifestations de cette surprenante folie, et de proposer à l'empereur les mesures qui lui paraîtront les plus propres à rappeler à la raison ces populations en délire. Ah, je me rappelle le beau 3-mâts brésilien qui passa sous mes fenêtres en remontant la Seine, le 8 mai dernier. Je le trouvais si joli, si blanc, si gai. L'être était dessus, venant de là-bas où sa race est née, et il m'a vu, il a vu ma demeure blanche aussi, et il a sauté du navire sur la rive. Oh, mon Dieu! À présent je sais, je devine, le règne de l'homme est fini. Il est venu, celui que redoutaient les premières terreurs des peuples naïfs, celui qu'exorcisaient les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient par les nuits sombres, sans le vouloir apparaître encore, à qui les pressentiments, des maîtres passagers du monde, prêtèrent toutes les formes monstrueuses ou gracieuses, des gnomes, des esprits, des génies, des fées, des farfadets. Après les grossières conceptions de l'épouvante primitive, des hommes plus perspicaces l'ont pressenti plus clairement. Mesmer l'avait deviné, et les médecins, depuis 10 ans déjà, ont découvert d'une façon précise la nature de sa puissance, avant qu'il l'eût exercée lui-même. Ils ont joué avec cette arme du Seigneur nouveau, la domination d'un mystérieux vouloir sur l'âme humaine, devenue esclave. Ils ont appelé cela magnétisme,
hypnotisme, suggestion, que sais-je. Je les ai vus s'amuser comme des enfants imprudents avec cette horrible puissance. Malheur à nous, malheur à l'homme, il est venu, le... Comment se nomme-t-il? Il me semble qu'il me crie son nom, et je ne l'entends pas. Il le crie, j'écoute, je ne peux pas. Répète. Le Horla, j'ai entendu. Le Horla, c'est lui. Le Horla, il est venu. Le vautour a mangé la colombe, le loup a mangé le mouton, le lion a dévoré le buffle avec corne aiguë, l'homme a tué le lion avec la flèche, avec le glaive, avec la poudre, mais le Horla va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf, sa chose, son serviteur et sa nourriture, par la seule puissance de sa volonté. Malheur à nous. Pourtant, l'animal quelquefois se révolte et tue celui qui l'a dompté. Moi aussi je veux, je pourrais, mais il faut le connaître, le toucher, le voir. Les savants disent que l'œil de la bête diffère du nôtre, ne distingue point comme le nôtre, et mon œil, à moi, ne peut distinguer le nouveau venu qui m'opprime. Pourquoi? Oh, je me rappelle à présent les paroles du moine de Mont-Saint-Michel. Est-ce que nous voyons le 100 000e partie de ce qui existe? Tenez, voici le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises, et jette aux brisants les grands navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu? Et pouvez-vous le voir? Il existe pourtant. Et je songeais encore. Mon œil est si faible, si imparfait qu'il ne distingue même point les corps durs, s'ils sont transparents comme le verre. Qu'une glace sans teint barre mon chemin, il me jette dessus, comme l'oiseau entré dans une chambre se casse la tête aux vitres. 1000 choses en outre le trompent et l'égare. Quoi d'étonnant alors à ce qu'il ne sache point apercevoir un corps nouveau que la lumière traverse? Un être nouveau? Pourquoi pas? Il devait venir, assurément. Pourquoi serions-nous les derniers? Nous ne le distinguons point, ainsi que tous les autres créés avant nous. C'est que sa nature est plus parfaite, son corps plus fin et plus fini que le nôtre si faible, si maladroitement conçu, encombré d'organes toujours fatigués, toujours forcés comme des ressorts trop complexes, que le nôtre, qui vit comme une plante, comme une bête, en se nourrissant péniblement d'air, d'herbe et de viande, machine animale en proie aux maladies, aux déformations, aux putréfactions poussives, mal réglée, naïve et bizarre, ingénieusement mal faite, œuvre grossière et délicate, ébauche d'êtres qui pourraient devenir intelligents et superbes. Nous sommes quelques-uns, si peu sur ce monde, depuis l'huître jusqu'à l'homme. Pourquoi pas un de plus? Une fois accomplie la période qui sépare les apparitions successives de toutes les espèces diverses? Pourquoi pas un de plus? Pourquoi pas aussi d'autres arbres, aux fleurs immenses, éclatantes, et parfumant des régions entières? Pourquoi pas d'autres éléments que le feu, l'air, la terre et l'eau? Ils sont 4. Rien que 4. Ces pères nourriciers des êtres. Quelle pitié! Pourquoi ne sont-ils pas 40, 400, 4000? Comme tout est pauvre, mesquin, misérable, avarement donné, sèchement, inventé, lourdement fait. Ah, l'éléphant, l'hippopotame, que de grâce, le chameau, que d'élégance. Mais diriez-vous, le papillon, une fleur qui vole? J'en rêve un qui serait grand comme 100 univers, avec des ailes dont je ne puis même exprimer la forme, la beauté, la couleur et le mouvement. Mais je le vois. Il va d'étoile en étoile, les rafraîchissant et les embaumant au souffle harmonieux et léger de sa course. Et les peuples de là-haut le regardent passer, exaltés et ravis. Qu'ai-je donc? C'est lui. Lui, le Horla, qui me hante, qui me fait penser ses folies. Il est en moi. Il devient mon âme. Je le tuerai. 19 août. Je le tuerai. Je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table, et je fis semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors j'aurai la force des désespérés. J'aurai mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. Et je le guettais avec tous mes organes surexcités. J'avais allumé mes 2 lampes et les 8 bougies de ma cheminée, comme si j'eusse pu, dans cette clarté, le découvrir. En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes, à droite, ma cheminée. À gauche, ma porte fermée avec soin, après l'avoir laissée longtemps ouverte, afin de la tirer. Derrière moi, une très haute armoire à glace, qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller, et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds, chaque fois que je passais devant. Donc, je faisais semblant d'écrire, pour le tromper, car il m'épiait lui aussi, et soudain, je sentis. Je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille.
Je me dressai, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme un plein jour, et je ne me vis pas dans ma glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans, et j'étais en face. Moi! Je voyais le grand verre limpide, du haut en bas, et je regardais cela avec des yeux affolés. Je n'osais plus avancer. Je n'osais plus faire un mouvement, sentant bien pourtant qu'il était là, mais qu'il m'échapperait encore. Lui, dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet. Comme j'eus peur. Puis voilà que tout à coup, je commençais à m'apercevoir dans une brume, au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau, et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement, rendant plus précise mon image de seconde en seconde. C'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque, s'éclaircissant peu à peu. Je pus enfin me distinguer complètement, ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu. L'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frisson. 20 août. Le tuer? Comment? Puisque je ne peux l'atteindre. Le poison? Mais il me verrait le mêler à l'eau. Et nos poisons d'ailleurs, auraient-ils un effet sur son corps imperceptible? Non, non, sans aucun doute. Alors. 21 août. J'ai fait venir un serrurier de Rouen, et lui ai commandé pour ma chambre des persiennes de fer, comme en ont à Paris certains hôtels particuliers, au rez-de-chaussée, par crainte des voleurs. Il me fera en outre une porte pareille. Je me suis donné pour un poltron, mais je m'en moque. 10 septembre. Rouen, hôtel Continental. C'est fait. C'est fait. Mais est-il mort? J'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Hier donc, le serrurier, ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout ouvert jusqu'à minuit, bien qu'il commençât à faire froid. Tout à coup, j'ai senti qu'il était là, et une joie folle m'a saisie. Je me suis levée lentement, et j'ai marché à droite, à gauche, longtemps pour qu'il ne devinât rien. Puis, j'ai ôté mes bottines, et mis mes savates avec négligence. Puis, j'ai fermé ma persienne de fer, et revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi, à double tour. Retournant alors vers la fenêtre, je la fixai par un cadenas dont je mis la clé dans ma poche. Tout à coup, je compris qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il m'ordonnait de lui ouvrir. Je faillis céder. Je ne cédai pas. Mais m'adossant à la porte, je l'entrebâillai, tout juste assez pour passer moi à reculons. Et comme je suis très grand, ma tête touchait au linteau. J'étais sûre qu'il n'avait pu s'échapper. Et je l'enfermai, tout seul, quelle joie, je le tenais. Alors je descendis en courant. Je pris dans mon salon, sous ma chambre, mes 2 lampes, et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout. Puis j'y mis le feu, et je me sauvai, après avoir bien refermé, à double tour, la grande porte d'entrée. Et j'allais me cacher au fond de mon jardin, dans un massif de lauriers. Comme ce fut long, tout était noir, muet, immobile, pas un souffle d'air, pas une étoile, des montagnes de nuages qu'on ne voyait point, mais qui pesaient sur mon âme, si lourd, si lourd. Je regardais ma maison, et j'attendais. Comme ce fut long. Je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul, ou qu'il l'avait éteint, lui, quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie, et une grande flamme, rouge et jaune, longue, molle, caressante, monta le long du mur blanc, et le baisa jusqu'au toit. Une lueur courut dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles, et un frisson de peur aussi. Les oiseaux se réveillaient, un chien se mit à hurler. Il me sembla que le jour se levait. 2 autres fenêtres éclatèrent aussitôt, et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier. Mais un cri horrible, suraigu, déchirant, un cri de femme passa dans la nuit, et 2 mansardes s'ouvrirent. J'avais oublié mes domestiques. Je vis leurs faces affolées, et leurs bras qui s'agitaient. Alors, éperdu d'horreur, je me mis à courir vers le village, en hurlant « Au secours, au feu, au feu !» Je rencontrais des gens qui s'en venaient déjà, et je retournais avec eux pour voir. La maison, maintenant, n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique, un bûcher monstrueux, éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes, et où il brûlait aussi, lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le Horla. Soudain, le toit tout entier s'engloutit entre les murs, et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu, et je pensais qu'il était là, dans ce four, mort. Mort? Peut-être. Son corps que le jour traversait n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres? S'il n'était pas mort, seul peut-être le temps a pris sur l'être invisible et redoutable. Pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable,
ce corps d'esprit, s'il devait craindre lui aussi les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée. La destruction prématurée. Toute l'épouvante humaine vient d'elle, après l'homme, le hors-là, après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, parce qu'il a touché la limite de son existence. Non, non, sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors, il va donc falloir que je me tue, moi. Merci d'avoir partagé cette lecture. Je vous invite à poursuivre les lectures des nouvelles de Fantastique de Maupassant. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi. Si vous aimez le podcast, ajoutez une étoile, un commentaire, un like sur les plateformes d'écoute. Ça m'aidera beaucoup pour le faire connaître. Merci.